Chaque aube, ses mains d'enfant guidant 3 percherons colossaux, Théo laboure dans l'ombre les terres des familles affamées du village. Son secret, une fois dévoilé, ne sera pas sa perte, mais l'étincelle qui ravivera un village mourant que tous croyaient condamné. Et la brume matinale enveloppait encore le petit village de Saint-Martin-sur-Loire, niché entre les collines verdoyantes de la Bourgogne. Les rues pavées demeuraient silencieuses, hormis le bruit rythmé de sabots sur la pierre usée par le temps. Comme chaque matin depuis 2 ans, le jeune Théo Marceau, 12 ans à peine, guidait ses 3 magnifiques percherons à travers le village endormi. Sa silhouette mince contrastait avec l'imposante stature des animaux qui le suivaient docilement, leurs muscles puissants ondulant sous leurs robes luisantes. Madame Beaumont, la boulangère, préparait déjà ses premières fournées quand elle aperçut le garçon par la fenêtre embuée. Elle s'arrêta un instant, farine sur les mains, pour observer cette scène devenue familière, mais toujours aussi mystérieuse. Personne au village ne savait où allait le jeune Théo chaque matin, ni pourquoi ces majestueuses bêtes lui obéissaient au doigt et à l'œil. « Il passe encore avec ses chevaux », annonça-t-elle à son mari qui enfournait des baguettes. « Ce garçon cache quelque chose », répondit M. Beaumont, essuyant son front couvert de sueur. Personne ne se lève avant l'aube chaque jour sans raison, surtout pas un enfant de son âge. Au même moment, Antoine Leroy, instituteur nouvellement arrivé à Saint-Martin, se réveillait dans son petit appartement au-dessus de l'école. Insomniaque chronique, il observait par sa fenêtre le spectacle inhabituel de cet enfant et ses imposants compagnons. Théo était l'un de ses élèves, discret et solitaire, dont les rédactions évoquaient toujours la beauté des chevaux et la liberté des grands espaces. Un élève brillant mais mystérieux, souvent fatigué en classe, les yeux parfois lourds de sommeil, mais jamais dénués d'une étrange détermination. Le village de Saint-Martin-sur-Loire, naine, était plus ce qu'il avait été. La fermeture de la verrerie, 2 ans auparavant, avait plongé de nombreuses familles dans la précarité. Les terres fertiles qui entouraient le bourg auraient pu nourrir tout le monde, mais beaucoup avaient se perdu le courage ou les moyens de les cultiver. Théo habitait avec sa grand-mère, Mathilde Marceau, dans une petite maison à la sortie du village. Veuve depuis 15 ans, Mathilde avait élevé seule son petit-fils, après que les parents du garçon étaient décédés dans un accident de voiture. Il vivait modestement de la pension de la vieille dame et des quelques économies laissées par les parents de Théo. « Tu vas attraper la mort à sortir si tôt », murmurait souvent Mathilde en voyant son petit-fils se préparer avant l'aube, mais elle ne l'empêchait jamais de partir. Ce matin-là, comme les autres, Théo avançait d'un pas déterminé vers la sortie du village, empruntant un chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt. Les 3 percherons, Tonnerre, Éclair et Tempête, le suivaient sans être attachés, dans un cortège qui aurait paru surréaliste à quiconque ne connaissait pas cette habitude. Antoine Leroy, intrigué au-delà du raisonnable, avait pris une décision impulsive. Enfilant rapidement un pantalon et un pull, il descendit les escaliers de son immeuble et se lança à la poursuite discrète de son élève. La curiosité le dévorait depuis des semaines. Et ce matin, il céderait à cette impulsion. Que pouvait bien faire un enfant de 12 ans, seul avec 3 énormes chevaux, avant même que le soleil ne se lève? À distance respectable, l'instituteur suivit Théo et ses chevaux. Le chemin forestier débouchait sur une série de champs appartenant à différentes familles du village. Antoine s'arrêta, dissimulé derrière un épais buisson, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Avec des gestes précis et assurés, Théo attachait un harnais complexe à Tonnerre, le plus robuste des 3 percherons. Puis, avec une dextérité surprenante, il fixait une charrue ancienne, mais bien entretenue à l'animal. Sans un mot, juste quelques gestes et sifflements, le garçon dirigeait l'imposante bête qui commençait à tracer des sillons parfaitement droits dans la terre du champ. Antoine reconnut immédiatement la parcelle. Elle appartenait au Dubois,
Une famille dont le père était cloué au lit depuis des mois suite à un accident à la verrerie. La famille survivait difficilement et leur terre, autrefois prospère, risquait de rester en friche cette année. L'instituteur resta immobile, stupéfait. Le jeune garçon travaillait avec une précision et une efficacité déconcertantes, comme s'il avait fait cela toute sa vie. 1 heure plus tard, après avoir labouré méthodiquement le champ des Dubois, Théo et ses chevaux passèrent au champ voisin, celui de la veuve Rousseau. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, et Antoine comprit soudain pourquoi son élève avait parfois tant de mal à rester éveillé en classe. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est et était pourquoi. Antoine resta dissimulé pendant près de 3 heures, observant avec un mélange d'admiration et d'incrédulité le labeur silencieux de son jeune élève. Théo travaillait avec une précision remarquable, alternant les chevaux pour ne pas trop les fatiguer, leur parlant doucement quand ils montraient des signes d'épuisement. Il avait labouré 3 champs différents quand il s'arrêta enfin, détacha ses équipements et les rangea soigneusement sous une bâche camouflée par des branchages à l'orée du bois. « C'est bon pour aujourd'hui », l'entendit murmurer Antoine, tandis que le garçon caressait l'encolure de Tempête. « Demain, on reviendra pour les semailles chez les Martins. » L'instituteur consulta sa montre. Il était presque 7h30. Dans 1 heure, Théo serait assis à son pupitre, comme si cette matinée extraordinaire n'avait jamais existé. Antoine se retira discrètement, l'esprit bouillonnant de questions. De retour à l'école, il observa son élève avec un regard neuf. Théo arriva à 8h25, les cheveux encore humides d'une douche récente, mais les traits légèrement tirés par la fatigue. Pourtant, rien dans son attitude ne trahissait l'effort considérable qu'il venait de fournir. Il sortit calmement ses livres, répondit présent à l'appel et se plongea dans la leçon de mathématiques comme n'importe quel autre enfant. À la récréation, tandis que les autres élèves se précipitaient dans la cour, Antoine retint délicatement Théo par l'épaule. « J'aimerais te parler un moment, dit-il doucement. Ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal. » Le garçon leva vers lui des yeux soudain méfiants, mêlés d'une lueur inquiète. « Tes rédactions sur les chevaux sont toujours extraordinaires, » commença l'instituteur, cherchant ses mots. « On sent une vraie passion. » « Merci, monsieur, » répondit simplement Théo, visiblement sur ses gardes. « Ces chevaux que tu promènes chaque matin, ce sont les tiens ?» Le visage de l'enfant se ferma instantanément. « Comment savez-vous pour les chevaux ?» Antoine hésita un instant avant de décider que l'honnêteté était la meilleure approche. « Je t'ai vu passer ce matin et je t'ai suivi. J'y étais inquiet, Théo. » Un enfant de ton âge, seul, si tôt, « Vous m'avez espionné, » constata Théo, sans colère mais avec une profonde déception. « J'ai vu ce que tu fais pour les familles du village, » continua Antoine, ignorant le reproche. « C'est extraordinaire, Théo. Mais pourquoi le faire en secret? Et comment as-tu appris à travailler ainsi avec les chevaux ?» Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Dehors, les cris joyeux des enfants contrastaient avec la tension qui régnait dans la salle de classe. « Mon grand-père, » dit finalement Théo, la voix à peine audible. « Il m'a tout appris avant de mourir. Les chevaux étaient à lui. Il disait toujours que les percherons de Saint-Martin avaient labouré ces terres depuis des générations et que tant qu'ils continueraient, le village ne mourrait jamais. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Et tu continues son œuvre. Grand-mère ne peut plus s'occuper des chevaux comme avant. Ses articulations lui font trop mal. Et depuis que l'usine a fermé, beaucoup de gens n'ont plus les moyens d'entretenir leurs champs. Alors, tu as pris les choses en main, » compléta Antoine. « Mais pourquoi ne pas demander d'aide? Pourquoi faire tout ça en cachette ?» Théo haussa les épaules, un geste qui le faisait paraître soudain beaucoup plus jeune. « Les gens ont leur fierté, monsieur. Monsieur Dubois ne voudrait jamais admettre qu'il a besoin de l'aide d'un gamin. Et puis, grand-mère dit toujours que la vraie générosité, c'est celle qu'on fait sans attendre de reconnaissance. »
Antoine resta silencieux, touché par la sagesse simple mais profonde de ses paroles. « S'il vous plaît, ne dites rien à personne », ajouta Théo avec une soudaine urgence. « Je ne veux pas qu'on m'empêche de continuer. »« Je ne dirai rien, » promit Antoine, « mais j'aimerais comprendre, comment fais-tu pour t'occuper seul de 3 percherons? Où les gardes-tu » Le garçon sembla hésiter, puis, voyant la sincérité dans les yeux de son instituteur, il décida de faire confiance. « Dans l'ancienne grange de mon grand-père, à l'arrière de notre maison. Grand-mère dit qu'on devrait les vendre, que c'est trop de dépenses pour nous, mais tu ne peux pas t'y résoudre, » termina Antoine. « Non, ils sont comme ma famille, » murmura Théo. « Et puis, que deviendraient les champs? Qui s'en occuperait ?» La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Les élèves commencèrent à revenir en classe, bruyants et énergiques. « On reparlera de tout ça plus tard, » dit Antoine en posant une main amicale sur l'épaule de l'enfant. « Mais sache que ce que tu fais est admirable, Théo, vraiment admirable. » Le reste de la journée, l'instituteur observa son élève sous un jour nouveau. Derrière la fatigue occasionnelle et la discrétion habituelle, il voyait maintenant la détermination d'un enfant portant sur ses frêles épaules une responsabilité immense. Un enfant qui se levait chaque jour avant l'aube pour perpétuer une tradition et venir en aide à sa communauté sans rien demander en retour. Ce soir-là, Antoine Leroy ne put s'empêcher de passer devant la modeste maison des Marceau sur le chemin du retour. Dans le jardin arrière, il aperçut Théo qui brossait méticuleusement les clairs, lui parlant doucement à l'oreille. La grand-mère, assise sur une chaise de jardin, les observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Antoine comprit alors que cette histoire allait bien au-delà d'un simple garçon et ses chevaux. Était l'histoire d'un village entier luttant pour sa survie, et d'un enfant qui avait décidé à sa manière de ne pas le laisser mourir. Le lendemain, Antoine se réveilla bien avant l'aube. Une décision prise au cœur de la nuit l'avait maintenu éveillé. Il devait aider Théo. L'enfant ne pouvait pas continuer à porter seul ce fardeau. À 4h30, il était déjà posté près de la maison des Marceau, attendant discrètement l'apparition du jeune garçon et de ses percherons. Quelques minutes plus tard, la silhouette mince de Théo émergea dans la brume matinale, guidant ses 3 fidèles compagnons. Antoine sortit de l'ombre, faisant sursauter l'enfant. « Monsieur le roi, qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide, » répondit simplement l'instituteur. « Je ne sais pas grand-chose sur les chevaux ou le labourage, mais je peux apprendre. » Théo le dévisagea longuement, cherchant à déceler une quelconque moquerie ou condescendance. Ne trouvant que sincérité, il haussa finalement les épaules. « Vous allez vous salir votre beau pantalon, » dit-il enfin avec l'ombre d'un sourire. « Il n'est pas si beau que ça, » répondit Antoine, soulagé par cette acceptation tacite. Ils marchèrent côte à côte, les sabots des percherons résonnant doucement sur le chemin forestier. Dans le ciel, les étoiles commençaient à pâlir, annonçant l'approche du jour. « Aujourd'hui, c'est les semailles chez les Martin », expliqua Théo, alors qu'ils approchèrent des champs. « Madame Martin est trop âgée pour le faire seule, et ses fils sont partis travailler à Lyon. » Antoine fut surpris par la connaissance précise que l'enfant avait de la situation de chaque famille. « Comment sais-tu quand intervenir et chez qui ?»« Grand-père avait un carnet, » expliqua Théo, en sortant un petit carnet usé de sa poche. Il y notait tous les travaux des champs, saison par saison, et qui avaient besoin d'aide. Je continue de le mettre à jour. L'instituteur feuilleta le carnet avec respect. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture appliquée, celle du grand-père, puis celle de Théo, détaillant méthodiquement les besoins de chaque parcelle et de chaque famille. « C'est un vrai travail d'agronome, » murmura Antoine, impressionné. « Grand-père disait que la terre ne ment jamais. Si on prend soin d'elle, elle prend soin de nous. » Les heures suivantes furent une révélation pour Antoine. Sous la direction patiente de Théo, il apprit à attacher correctement le semoir, à régler la profondeur des sillons,
à comprendre les signes de fatigue des chevaux. Ses mains d'intellectuel, habituées à manipuler des livres et des stylos, elles s'écorchèrent rapidement au contact des cordes rugueuses et des outils, mais il ne s'en plaignit pas. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda soudain Théo, alors qu'il terminait le chant de Madame Martin. « Vous n'êtes pas d'ici. Ces gens ne sont rien pour vous. » Antoine prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Tu te trompes, Théo. Je suis peut-être nouveau à Saint-Martin, mais ces élèves, leur famille, ce village, c'est devenu important pour moi. Et puis, ce que tu fais, c'est une leçon bien plus précieuse que toutes celles que je pourrais donner en classe. » Ils travaillèrent en silence pendant un moment, rythmés par le souffle puissant des percherons. « Grand-mère dit qu'on ne pourra pas les garder longtemps, » confia finalement Théo, la voix étranglée. « L'entretien coûte trop cher. Le foin, le vétérinaire, sa pension ne suffit plus. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Combien coûte l'entretien mensuel des chevaux ? » « Environ 300 €, répondit Théo. « Avant, quand grand-père était là, les chevaux travaillaient aussi pour des propriétaires qui payaient. Mais maintenant, avec l'usine fermée, personne n'a plus d'argent à dépenser pour ça. » Une idée commençait à germer dans l'esprit d'Antoine. Et si on trouvait un moyen de financer l'entretien des chevaux tout en continuant ton travail bénévole? Le regard de Théo s'illumina brièvement avant de s'assombrir à nouveau. Comment? J'ai déjà essayé de proposer des promenades payantes le week-end, mais les touristes ne viennent plus beaucoup à Saint-Martin depuis la fermeture de la verrerie. Laisse-moi y réfléchir, promit Antoine. Il y a toujours une solution. Le soleil était maintenant bien levé et il était temps pour Théo de retourner se préparer pour l'école. Antoine, ses vêtements couverts de terre et ses mains douloureuses, se sentait pourtant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Même heure demain ?» proposa-t-il. Théo hocha la tête, un sourire timide illuminant son visage fatigué. « Même heure !» En retournant vers le village, ils croisèrent Monsieur Dubois qui, malgré sa jambe blessée, s'était traîné jusqu'à son champ pour constater l'avancement des travaux. Son regard passa de son champ parfaitement labouré à Théo, puis à Antoine, couvert de terre. Une lueur de compréhension traversa son visage, suivie d'une expression indéchiffrable. « Bonjour, Monsieur Dubois », salua poliment Théo, soudain mal à l'aise. « Aude Marceau », répondit simplement l'homme avant de tourner les talons et de s'éloigner péniblement. « Il a compris », murmura Théo, inquiet. « Il va être en colère. » « Ou reconnaissant, suggéra Antoine. Laisse-lui le temps. » Ce qu'Antoine ne dit pas, c'est que la fierté était un sentiment complexe, surtout pour un homme comme Dubois qui avait toujours subvenu aux besoins de sa famille. Découvrir qu'il devait sa récolte au travail d'un enfant de 12 ans devait être difficile à accepter. En retournant à son appartement pour se changer avant la classe, Antoine réfléchissait intensément. L'urgence de la situation de Théo et de ses chevaux le préoccupait. 300 € par mois n'était pas une somme insurmontable, mais pour une veuve vivant de sa modeste pension, était un gouffre financier. Il fallait trouver une solution, et rapidement. La classe était particulièrement agitée ce jour-là. Antoine remarqua les regards furtifs que certains élèves lançaient à Théo, ainsi que les chuchotements qui s'interrompaient brusquement à son approche. Quelque chose avait changé. À la récréation, il intercepta Charlotte Dubois, la fille de Monsieur Dubois, alors qu'elle fixait Théo avec une curiosité non dissimulée. « Charlotte, pourrais-tu m'aider à ranger ces livres dans la bibliothèque ?» demanda-t-il, cherchant à l'interroger discrètement. La fillette le suivit sans protester. Tandis qu'il classait les ouvrages, Antoine lui demanda avec une fausse désinvolture « Ton père a l'air d'aller mieux. Je l'ai vu marcher près des champs ce matin. » Charlotte rangea soigneusement un livre de géographie avant de répondre. « Papa a pleuré hier soir. »« Je l'ai entendu parler à maman. Il disait que depuis des mois, quelqu'un labourait et entretenait notre champ en secret, et que était grâce à ça qu'on aurait une récolte cette année. » Elle baissa la voix. « C'est Théo, n'est-ce pas, avec ses grands chevaux.
Antoine hésita, pris entre sa promesse de discrétion et la réalité qui semblait déjà se répandre. « Pourquoi penses-tu que c'est lui ? Papa a dit qu'il vous avait vus tous les deux ce matin, couverts de terre. Et puis, tout le monde sait que Théo se promène avec les percherons de son grand-père avant l'aube. Maman dit que c'est pour ça qu'il s'endort parfois en classe. » Antoine soupira. Le secret de Théo ne resterait pas longtemps caché. « Charlotte, si c'est était vrai, que penserais-tu de cela ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Je trouverais ça incroyable. Papa ne peut plus travailler depuis l'accident. Les médecins disent que sa jambe ne guérira jamais complètement. Maman fait des ménages, mais ce n'est pas assez. Sans notre récolte... » Elle laissa sa phrase en suspens. Mais Antoine comprit parfaitement ce qu'elle ne disait pas. À la fin de la journée, Antoine retint Théo après la classe. « Je crois que ton secret commence à se répandre », lui annonça-t-il doucement. Le garçon pâlit. « Monsieur Dubois a parlé. Il semblerait, sa fille m'a posé des questions aujourd'hui, mais Théo, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Les gens que tu aides devraient savoir. » « Non !» protesta vivement l'enfant. « Grand-mère dit toujours que la vraie générosité ne demande pas de reconnaissance. Je sais, » compléta Antoine. « Mais parfois, Théo, permettre aux autres d'exprimer leur gratitude est aussi une forme de générosité. Tu leur donnes la chance de ne pas se sentir redevable. » Théo médita ces paroles en silence, visiblement troublé. « Je ne veux pas qu'ils se sentent diminués, » murmura-t-il finalement. « Je comprends. Mais j'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger, » dit Antoine. « Est-ce que ta grand-mère serait d'accord pour que je passe vous voir ce soir? J'aimerais lui parler de quelque chose. » Théo acquiesça avec hésitation, et ils convinrent d'une heure. Antoine passa le reste de l'après-midi à affiner son plan, contactant quelques personnes par téléphone et effectuant des recherches sur Internet. Quand il se présenta à la porte des Marceau à 18h, il avait un dossier complet sous le bras et une détermination sans faille. Mathilde Marceau était une femme menue, aux cheveux blancs, noués en chignon serré, dont les yeux bleus perçants semblaient lire directement dans l'âme de son visiteur. Elle accueillit Antoine avec une politesse réservée, l'invitant à s'asseoir dans le salon modeste mais impeccable. « Théo m'a dit que vous l'aidiez avec les chevaux, » commença-t-elle après les présentations d'usage. « C'est très aimable à vous, mais je crains que cela ne change rien à notre situation. »« C'est justement de cela que je voulais vous parler, Madame Marceau, » répondit Antoine en ouvrant son dossier. « J'ai eu une idée qui pourrait permettre de garder les percherons tout en aidant la communauté. » Il expliqua son plan, créer une association, les Percherons de Saint-Martin, qui permettrait de financer l'entretien des chevaux par des dons et des subventions. En échange, les chevaux continueraient leur travail dans les champs des familles dans le besoin, mais aussi dans le cadre d'activités éducatives et touristiques ponctuelles. « J'ai déjà contacté la mairie, » poursuivit Antoine avec enthousiasme. « Le maire est très intéressé. La commune pourrait subventionner une partie des frais d'entretien des chevaux en échange de leur utilisation pour certains travaux municipaux et des démonstrations lors des fêtes du village. J'ai également parlé à mon ancienne école à Dijon. Il serait ravi d'organiser des sorties scolaires ici pour que les enfants citadins découvrent le travail avec les percherons. » Mathilde, elle, écoutait en silence, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Quand Antoine eut fini d'exposer son projet, elle resta longtemps silencieuse, contemplant une vieille photographie sur le buffet, un homme robuste aux côtés des 3 percherons plus jeunes. « Henri, mon mari, aurait aimé votre idée, » dit-elle finalement. « Il a toujours dit que ses chevaux appartenaient autant à Saint-Martin qu'à nous. » Elle se tourna vers son petit-fils qui avait écouté la conversation avec une attention intense. « Qu'en penses-tu, Théo ?» Le garçon semblait partagé. « Je veux garder les chevaux, » dit-il lentement. « Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais ça pour... »
Pour me montrer ou pour qu'on me remercie. Ce n'est pas ce qu'ils penseront, assura Antoine. Au contraire, ils verront que tu as maintenu vivante une tradition importante pour Saint-Martin. Et puis, ce sera désormais un effort collectif. Tu ne seras plus seule à porter ce fardeau. Et pour elle, école, s'inquiéta Mathilde. Théo se lève déjà à 4 heures du matin. Avec toutes ces nouvelles activités, nous adapterons les horaires, promit Antoine. Et peut-être que d'autres personnes du village pourront vous aider. Monsieur Dubois, par exemple, ne peut plus travailler physiquement dans les champs, mais il connaît l'agriculture mieux que quiconque. Il pourrait conseiller, superviser. Une lueur d'espoir traversa le regard de Mathilde. Cela pourrait lui redonner un but, murmura-t-elle. Depuis son accident, il dépérit. La soirée avança, et les 3 percherons, qui paissaient tranquillement dans le petit pré derrière la maison, devinrent le centre d'un plan qui pourrait bien transformer la vie, non seulement de Théo et sa grand-mère, mais peut-être aussi celle de tout le village de Saint-Martin-sur-Loire. La nouvelle se répandit dans Saint-Martin-sur-Loire comme une traînée de poudre. En moins d'une semaine, tout le village était au courant des activités matinales de Théo. Les réactions furent diverses, allant de l'admiration sincère à l'incrédulité, en passant par une forme de honte chez certains qui réalisaient qu'un enfant avait silencieusement soutenu leur survie pendant des mois. Le maire, François Pelletier, convoqua une réunion extraordinaire du conseil municipal pour discuter de la proposition d'Antoine. La salle du conseil, habituellement déserte lors des réunions publiques, était ce soir-là remplie de villageois curieux et concernés. Il s'agit d'une initiative qui pourrait redonner vie à notre commune, déclara le maire, un homme corpulent aux tempes grisonnantes. L'association Les Percherons de Saint-Martin permettrait non seulement de préserver un patrimoine vivant, mais aussi d'apporter une aide concrète aux agriculteurs en difficulté et de créer une attraction touristique. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, mais une voix s'éleva discordante. « Et qui va diriger cette association ?» demanda Jules Moreau, un ancien contremaître de la verrerie reconverti en propriétaire du café du village. « Encore un projet où l'argent public sera gaspillé par quelques privilégiés ?» Antoine, assis au premier rang, aux côtés de Théo et sa grand-mère, se leva pour répondre. L'association sera dirigée par un conseil d'administration composé de volontaires du village, y compris des représentants des familles bénéficiaires. Chaque euro sera justifié et les comptes seront publics. Et l'enfant dans tout ça, intervint Madame Rousseau, la veuve dont Théo avait labouré le champ. Il ne peut pas continuer à se lever à l'aube tous les jours. C'est inhumain. Tous les regards se tournèrent vers Théo, qui semblait vouloir disparaître sous sa chaise. Mathilde posa une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils, mais avant qu'elle ne puisse parler, Monsieur Dubois se leva péniblement, s'appuyant sur sa canne. « Je peux superviser le projet », déclara-t-il d'une voix qui s'efforçait d'être ferme. « Je ne peux plus travailler dans les champs, mais je connais la terre. Je peux coordonner les interventions, établir un calendrier qui ne perturbe pas la scolarité du garçon. » Il se tourna vers Théo. « Si tu veux bien de mon aide, fils. » Un silence ému s'installa dans la salle. Personne n'avait entendu Dubois proposer son aide pour quoi que ce soit depuis son accident. Sa femme, assise à côté de lui, avait les larmes aux yeux. Théo se leva lentement, le visage sérieux. « J'accepte votre aide, Monsieur Dubois, et celle de tous ceux qui voudraient participer. Les percherons ne sont pas juste à moi. » Grand-père disait qu'ils appartenaient à l'histoire de Saint-Martin. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans la salle. Le maire dut frapper plusieurs fois son marteau pour rétablir le calme. « Il reste des questions pratiques à régler », rappela-t-il. « Le financement initial, le lieu d'hébergement des chevaux, équipement. Pour équipement, j'ai tout ce qu'il faut », intervint Théo. Grand-père avait gardé toutes les charrues, les herses, les semoirs, et pour l'hébergement, ils peuvent rester chez nous, ajouta Mathilde.
Nous avons l'espace et les installations nécessaires. Quant au financement, reprit Antoine, j'ai contacté le conseil départemental. Il existe des subventions pour les projets de préservation du patrimoine rural vivant. Notre dossier a reçu un accueil très favorable. La réunion se poursuivit tard dans la soirée, les détails du projet se précisant peu à peu. À la fin, une première liste de volontaires pour le conseil d'administration avait été établie, comprenant M. Dubois, Mathilde, Antoine, le maire et plusieurs autres villageois, dont certains bénéficiaires du travail de Théo. En sortant de la mairie, Antoine remarqua que Théo restait silencieux, le visage pensif. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-il. « Tu n'as pas l'air content. Ce n'est pas ça !» répondit le garçon en regardant ses pieds. « C'est juste que tout change si vite. Avant, c'était simple. Maintenant, il y a des réunions, des adultes qui parlent de subventions et de conseils d'administration. » Antoine s'accroupit pour se mettre à son niveau. « Je comprends, Théo. Parfois, quand on partage quelque chose qu'on a gardé pour soi longtemps, ça peut faire peur. Mais regarde le bon côté. Maintenant, tu n'es plus seul à porter cette responsabilité. Et les chevaux sont sauvés. » Théo hocha la tête, semblant accepter cet argument. Monsieur Dubois n'avait jamais été gentil avec moi avant. Il criait toujours après les enfants qui passaient trop près de son champ. « Les épreuves changent les gens », expliqua doucement Antoine. Son accident l'a rendu amer, mais ce que tu as fait pour sa famille lui a rappelé qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. Le lendemain matin, à 4h30, Antoine fut surpris de trouver non seulement Théo qui l'attendait devant la maison des Marceaux, mais aussi Monsieur Dubois, arrivé en boitillant malgré l'heure matinale. « Je me suis dit que je pourrais observer comment vous travaillez », expliqua-t-il un peu gêné. « Pour mieux organiser les choses par la suite », Théo sourit et présenta les percherons à Dubois comme s'il s'agissait de membres de sa famille. « Voici Tonnerre, c'est le plus fort, Éclair est le plus rapide, mais aussi le plus têtu, et Tempête est le plus jeune, il apprend encore. » Dubois caressa respectueusement l'encolure de Tonnerre. « Mon père travaillait avec des percherons quand j'y étais enfant, » confia-t-il. « Avant que les tracteurs ne remplacent tout, je n'aurais jamais pensé en revoir à l'œuvre de mon vivant. » Ce matin-là, leur petit groupe s'agrandit encore, lorsque Charlotte, la fille de Dubois, les rejoignit en courant, suivie de sa mère qui portait un panier. « On vous a apporté du café et des croissants », annonça Madame Dubois. « Il fait froid ce matin. » Le soleil n'était pas encore levé, mais une étrange chaleur semblait déjà envelopper les champs de Saint-Martin-sur-Loire. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température, mais tout avec les liens qui commençaient à se retisser entre les habitants de ce village qui avait presque perdu espoir. 2 semaines après la réunion municipale, l'association Les Percherons de Saint-Martin prenait officiellement vie. Une petite cérémonie fut organisée dans la cour de l'école, où Théo, intimidé mais fier, coupa symboliquement un ruban aux couleurs de la France devant les 3 percherons magnifiquement brossés pour l'occasion. La presse locale était présente, et même une chaîne de télévision régionale avait envoyé une équipe pour couvrir cette initiative insolite. « C'est un retour aux sources pour notre village », déclara le maire devant les caméras. Ces chevaux représentent notre patrimoine vivant et notre capacité à nous adapter face aux difficultés. L'enthousiasme était contagieux. Des villageois qui ne s'étaient pas adressé la parole depuis des années se retrouvaient à discuter avec animation des projets futurs. L'argent commençait à affluer. Une subvention du conseil départemental, des dons de particuliers touchés par l'histoire de Théo, et même une contribution substantielle d'un ancien enfant du village devenu entrepreneur à Paris. Monsieur Dubois, nommé coordinateur des travaux agricoles, avait retrouvé une énergie nouvelle. Il avait transformé sa cuisine en quartier général, où étalait calendrier et plans des différentes parcelles du village. Sa jambe le faisait toujours souffrir, mais la douleur semblait moins importante maintenant qu'il avait retrouvé un but. Mais
tout n'était pas rose. Un matin, alors qu'il préparait les chevaux pour une démonstration prévue l'après-midi pour une école voisine, Théo remarqua que Tempête, le plus jeune des percherons, boitait légèrement. « Il faut appeler le vétérinaire », déclara-t-il immédiatement, inquiet. Le docteur. Lambert, vétérinaire équin à la retraite vivant à 10 km de Saint-Martin, arriva 1 heure plus tard. Après un examen minutieux, son diagnostic tomba, une tendinite, probablement due à la reprise intensive des activités. Il va falloir qu'il se repose au moins 3 semaines, expliqua le vétérinaire en caressant l'encolure du cheval. Pas de travail, pas de démonstration. Cette nouvelle fut un coup dur. Avec seulement 2 chevaux opérationnels, le programme établi par M. Dubois devenait difficile à tenir. De plus, la démonstration prévue l'après-midi devait mettre en vedette les 3 percherons. « On peut annuler », suggéra Antoine, voyant la détresse sur le visage de Théo. « Non », intervint Mathilde, qui surveillait la scène depuis le seuil de la grange. Henri n'aurait jamais annulé. « On s'adapte, c'est tout. » Le village entier sembla se mobiliser face à ce contretemps. Monsieur Moreau, le propriétaire du café qui s'était montré sceptique lors de la réunion, proposa d'utiliser son vieux tracteur pour compléter le travail que les 2 chevaux restants ne pourraient pas accomplir. Madame Rousseau offrit son pré, plus plat et moins rocailleux que celui des Marceaux, pour que Tempête puisse s'y reposer. Quant à la démonstration de l'après-midi, elle fut maintenue, transformée en une leçon improvisée sur les soins aux chevaux, avec Tempête comme patient modèle. Les écoliers, loin d'être déçus, furent enchantés de cette initiation à la médecine vétérinaire. Le docteur Lambert, ravi de transmettre son savoir, accepta même de revenir régulièrement pour superviser la convalescence de Tempête et donner des cours sur le bien-être animal. « Tu vois », dit Antoine à Théo alors que les enfants repartaient, enthousiastes après cette journée inattendue. « Parfois, les problèmes ouvrent de nouvelles portes. » Le garçon hocha la tête, pensif. « Grand-père disait toujours qu'il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements. Je suppose que c'est pareil avec les problèmes. » La convalescence de Tempête coïncida avec une période cruciale pour les récoltes. Tonnerre et Éclair travaillaient dur, mais même avec l'aide du tracteur de M. Moreau, il devenait évident qu'il ne pourrait pas répondre à toutes les demandes. C'est alors qu'un événement inattendu vint bouleverser la situation. Un matin, un camion s'arrêta devant la maison des Marceaux. En descendit un homme d'une 60aine d'années, accompagné d'une magnifique jument percheronne. « Bonjour », lança-t-il à Théo et Mathilde qui observaient depuis la cour. « Je m'appelle Pierre Fournier, j'habite à Cluny. J'ai lu l'article sur votre association dans le journal et je me suis dit que Duchesse pourrait peut-être vous aider. » Duchesse était une percheronne de 8 ans, puissante et docile, que Pierre ne pouvait plus garder en raison de problèmes de santé. « Je ne voulais pas la vendre à n'importe qui, » expliqua-t-il. « Quand j'ai lu ce que vous faisiez ici, j'ai su que C était l'endroit idéal pour elle. » Théo s'approcha de la jument avec respect, lui parlant doucement avant de caresser son chanfrein. Duchesse répondit en poussant gentiment sa tête contre la poitrine du garçon. « Elle t'aime déjà, » sourit Pierre. « C'est un bon signe. » L'arrivée de Duchesse fut comme un souffle d'espoir renouvelé. Non seulement elle permettait de maintenir le programme de travail pendant la convalescence de Tempête, mais elle apportait aussi un sang neuf à elle équipe. Monsieur Dubois, qui avait suivi elle échange depuis sa voiture garée devant la maison, ne put s'empêcher de remarquer à quel point la vie semblait parfois suivre de étranges chemins. « Il y a 3 mois, nous étions au bord du gouffre, » dit-il à Antoine qui venait d'arriver. « Et maintenant, regardez-nous, on dirait que Saint-Martin refuse simplement de mourir. » « Ce n'est pas Saint-Martin qui refuse de mourir, » répondit doucement l'instituteur. « Ce sont ses habitants qui choisissent de vivre. » Avec l'arrivée de l'automne, Saint-Martin-sur-Loire connut une transformation subtile mais profonde.
Les champs, qui auraient pu rester en friche après la fermeture de la verrerie, offraient maintenant le spectacle de récoltes abondantes. Le marché hebdomadaire, qui avait périclité ces dernières années, retrouvait une vitalité nouvelle grâce aux légumes et céréales cultivés localement. L'association Les Percherons de Saint-Martin était devenue le cœur battant du village. Le petit bureau installé dans une pièce inutilisée de la mairie ne désemplissait pas de visiteurs. Écoliers venus admirer les photos des percherons, journalistes intéressés par cette initiative écologique avant l'heure, ou simples curieux attirés par le bouche à oreille. Tempête 16 était parfaitement remis de sa tendinite et formait désormais avec Tonnerre, Éclair et la nouvelle venue, Duchesse, un quatuor impressionnant. Leur réputation étendait bien au-delà des limites de Saint-Martin. Des demandes de démonstration arrivaient de villages voisins et même de villes plus importantes comme Dijon ou Lyon. Un matin d'octobre, alors que Théo et Antoine conduisaient les chevaux vers le champ des Martins pour les derniers travaux avant l'hiver, le garçon semblait préoccupé. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Antoine, qui avait appris à reconnaître les humeurs de son jeune ami. « Je ne sais pas si je pourrais continuer », répondit Théo après un long silence. « Madame Perrin dit que je ne pourrai pas entrer au collège de Beaune si mes notes ne remontent pas. Madame Perrin, l'autre institutrice de l'école, enseignait au CM2 dont faisait partie Théo. Antoine savait qu'elle s'inquiétait légitimement pour les résultats scolaires du garçon, qui avait sensiblement baissé ces dernières semaines. « Elle a raison de s'inquiéter », admit Antoine. « Les chevaux sont importants, mais ton éducation l'est tout autant. Ton grand-père n'aurait pas voulu que tu sacrifies ton avenir. Mais comment faire? L'association a besoin de moi. » Les chevaux ont besoin de moi. L'association a besoin de toi en bonne santé et bien éduqué, corrigea gentiment Antoine. Nous devons trouver un équilibre. Cette conversation fut le point de départ d'une réorganisation en profondeur. Lors de la réunion du conseil d'administration suivante, Antoine présenta un nouveau planning qui allégeait considérablement la charge de travail de Théo pendant la semaine. Le garçon doit pouvoir se concentrer sur ses études, expliqua-t-il. Il pourra continuer à s'occuper des chevaux le week-end et pendant les vacances. Mais en semaine, nous devons trouver d'autres solutions. Contre toute attente, ce fut M. Moreau, l'ancien sceptique reconverti en fervent défenseur de l'association, qui proposa la solution la plus audacieuse. « Mon café ne fait pas grand-chose les matins en semaine, dit-il. Je pourrais le fermer 2 heures plus tard et m'occuper des chevaux avant d'ouvrir. » D'autres se portèrent volontaires. Madame Dubois pour les lundis et mercredis, le maire lui-même pour les vendredis. Même le docteur Lambert, le vétérinaire à la retraite, offrit de prendre en charge les soins quotidiens des animaux 2 matins par semaine. « Tu vois, dit Mathilde à son petit-fils après la réunion, tu n'es plus indispensable et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que ce que tu as commencé peut continuer même quand tu ne seras pas là. » Théo acquiesça, partagé entre le soulagement de voir sa charge allégée et une pointe de jalousie à l'idée que d'autres s'occuperaient de ses chevaux. Grâce à ce nouveau planning, les notes de Théo commencèrent à remonter. Madame Perrin, initialement sceptique, dut reconnaître les progrès significatifs de son élève, particulièrement en mathématiques et en sciences naturelles. « Il est évident que ton expérience avec les chevaux t'a donné une compréhension intuitive de certains concepts, lui dit-elle un jour après avoir corrigé un excellent devoir sur les écosystèmes agricoles. Tu as juste besoin de temps pour mettre ces connaissances en ordre. » Mais le plus grand changement ne concernait pas les études de Théo, ni même l'organisation de l'association. Il touchait à l'atmosphère même du village. Les habitants de Saint-Martin-sur-Loire, qui avaient traversé des années difficiles depuis la fermeture de la verrerie, redécouvraient le plaisir de vivre ensemble, de partager des projets, de s'entraider. Le café de M. Moreau, autrefois presque désert, était maintenant un lieu animé où l'on venait discuter des avancées de l'association, proposer de nouvelles idées,
ou simplement profiter de la chaleur humaine qui semblait avoir déserté le village pendant si longtemps. Un dimanche après-midi, alors que Théo montrait à un groupe d'enfants comment brosser correctement un percheron, Antoine observait la scène avec émotion. En quelques mois seulement, ce garçon timide et solitaire était transformé en un véritable leader, capable d'expliquer avec patience et autorité les gestes qu'il avait lui-même appris de son grand-père. « Vous avez l'air pensif, monsieur l'instituteur », remarqua Mathilde qui, était approchée silencieusement. « Je réfléchissais à tout ce qui a changé », répondit Antoine. « Quand je suis arrivé à Saint-Martin, ce village me semblait mourant. Et maintenant, il revit, compléta la vieille dame. Grâce à vous. Non, pas grâce à moi, grâce à Théo et à ces magnifiques animaux. Mathilde secoua doucement la tête. Théo a commencé, c'est vrai. Il a maintenu la flamme allumée quand tout semblait perdu. Mais c'est vous qui avez su transformer cette petite flamme en un feu qui réchauffe tout le village. Mon petit-fils n'aurait jamais pu le faire seul. Antoine ne répondit pas, ému par ces paroles. Mais au fond de lui, il savait que le véritable miracle n'était ni son œuvre, ni celle de Théo. Était le résultat d'une communauté qui avait redécouvert sa capacité à s'unir face à l'adversité. Cette pensée fut brutalement interrompue par des cris venant de l'entrée du pré. Un homme en costume d'affaires s'y tenait, accompagné de 2 autres personnes portant des dossiers. « Qui est propriétaire de ces terres ?» demandait-il d'une voix forte qui fit se retourner tout le monde. Monsieur Dubois s'avança, s'appuyant sur sa canne. « Ce sont les terres communales de Saint-Martin. Qui êtes-vous » L'homme tendit une carte de visite. « Victor Delattre, groupe immobilier Horizon. » Nous avons un projet qui pourrait transformer votre charmant village. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Les mots « projet immobilier » résonnaient comme une menace dans ce petit coin de paradis retrouvé. La nouvelle du projet immobilier se répandit dans Saint-Martin-sur-Loire comme un poison lent. Victor Delattre et son groupe Horizon proposaient de transformer les terres agricoles en un éco-village de luxe, comprenant des résidences haut de gamme, un golf et un centre équestre ultra-moderne. Sur le papier, était un projet impressionnant qui promettait emploi et prospérité. Mais pour les habitants, était une menace directe contre tout ce qu'ils avaient reconstruit. Une réunion d'urgence fut convoquée à la mairie. La salle du conseil, comme lors de la création de l'association, était comble. Victor Delattre, impeccable dans son costume sur mesure, présentait son projet avec l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Nous parlons d'un investissement de plusieurs millions d'euros, expliquait-il, faisant défiler des images de synthèse sur un écran. Saint-Martin-sur-Loire deviendrait une destination prisée pour une clientèle aisée en quête d'authenticité. Authenticité, l'interrompit M. Dubois, incapable de contenir son indignation. Vous voulez bétonner nos champs et appeler ça authenticité ? Delattre sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous préserverons l'esprit du lieu, bien sûr. D'ailleurs, nous sommes très intéressés par votre initiative avec les chevaux de trait. Il pourrait devenir une attraction pour nos résidents. Un murmure outragé parcourut l'assemblée. Théo, assis entre sa grand-mère et Antoine, sentit son cœur se serrer. Les percherons, réduits à une attraction touristique pour riches citadins, c'était tout le contraire de ce que son grand-père avait défendu. Le maire, visiblement mal à l'aise, tenta de calmer les esprits. « Nous devons considérer toutes les options pour l'avenir de notre commune, » dit-il. « Le projet de M. Delattre mérite réflexion. » Antoine se leva, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Il n'était pas du genre à prendre la parole en public, mais l'indignation le poussait à agir. « Monsieur le maire, il y a quelques mois à peine, vous disiez que les percherons représentaient notre patrimoine vivant. Allez-vous maintenant sacrifier ce patrimoine pour des promesses de prospérité ?» Le maire détourna le regard, embarrassé. « Les temps sont durs, monsieur le roi. Nous devons être pragmatiques. »
pragmatique. La voix de Mathilde s'éleva, ferme malgré son âge. Mon mari et toutes les générations avant lui ont travaillé ces terres. Mon petit-fils s'est levé avant l'aube pendant des mois pour les maintenir fertiles. Et vous voulez les vendre au premier promoteur venu ? Victor Delattre, loin de paraître décontenancé par cette opposition, semblait presque s'en amuser. « Madame, je comprends votre attachement sentimental, mais soyons réalistes. L'agriculture traditionnelle n'a plus d'avenir économique. Notre projet, en revanche, apportera emploi et prospérité à tous. » « À tous ?» intervint M. Moreau, le cafetier. « Ou seulement à ceux qui pourront se permettre vos résidences de luxe ?» La réunion s'envenima, les habitants exprimant leur opposition avec une passion croissante. Mais Delattre avait un atout dans sa manche. Le conseil municipal, en difficulté financière, semblait déjà presque convaincu. « Nous mettrons ce projet au vote lors du prochain conseil », annonça finalement le maire. « Dès ici là, j'invite chacun à réfléchir sérieusement aux opportunités offertes. » En sortant de la mairie, l'ambiance était lourde. Antoine, Théo, Mathilde et plusieurs autres membres de l'association se regroupèrent spontanément devant le café de M. Moreau. « Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas ?» demanda Théo, la voix tremblante. « Ils ne peuvent pas juste prendre nos champs ? Légalement, si le conseil municipal approuve la vente des terres communales, ils le peuvent, » expliqua Antoine avec regret. « La question est, comment les en empêcher ? Il nous faut un plan, » déclara M. Dubois, déterminé. « Une contre-proposition qui montrerait que notre modèle est viable économiquement. »« Mais comment ?» soupira Madame Rousseau. « Nous sommes juste un petit village. » « Nous n'avons pas les millions de ce Delattre. » Un silence s'installa, chacun cherchant désespérément une solution. Puis, lentement, Théo leva la main, comme en classe. « J'ai peut-être une idée, » dit-il timidement. Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris mais attentifs. Le reportage sur nous à la télévision. La journaliste a dit que beaucoup de gens étaient intéressés par ce qu'on fait. Non, et si on organisait une journée portes ouvertes, pour montrer à tout le monde ce que les percherons font vraiment? Antoine considéra l'idée. Une démonstration de travail agricole traditionnel, pas juste une démonstration, précisa Théo, s'animant à mesure que son idée prenait forme. Une vraie fête des moissons, comme dans le temps. Grand-père m'en parlait souvent. Tout le village participait. Il y avait de la musique, des concours de force avec les chevaux. Une fête des moissons, répéta M. Moreau, pensif. Ça pourrait attirer du monde, montrer que notre modèle a un avenir touristique aussi, mais différent de ce que propose ce Delattre. Et on pourrait inviter d'autres éleveurs de percherons, suggéra le docteur Lambert. Montrer que ce n'est pas juste une lubie locale, mais un mouvement plus large de retour aux pratiques traditionnelles. L'idée prit rapidement de l'ampleur. Chacun y allait de sa suggestion, l'enthousiasme grandissant à mesure que le projet se concrétisait. À la fin de la soirée, un comité d'organisation était formé, avec Théo en position centrale malgré son jeune âge. « Il nous reste 2 semaines avant le vote du conseil », rappela Antoine. « C'est peu pour organiser un tel événement. Alors nous n'avons pas de temps à perdre, » répondit Mathilde, une lueur de défi dans les yeux. « Théo, va chercher le carnet de ton grand-père. Il y décrivait en détail comment se déroulaient les fêtes des moissons d'autrefois. » Tandis que le groupe se dispersait, chacun déjà plongé dans ses responsabilités nouvelles, Antoine retint Théo un instant. « C'était une idée brillante, » lui dit-il avec fierté. « Ton grand-père serait fier de toi. » Le garçon hocha la tête, ému mais déterminé. « Les percherons ont sauvé Saint-Martin une fois, ils peuvent le faire à nouveau. » Dans les jours qui suivirent, le village entier se mobilisa pour préparer cette fête des moissons improvisées. Des affiches furent créées et distribuées dans toute la région. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, relayant l'appel à soutenir ce petit village contre un projet immobilier contesté. La presse locale, puis nationale,
commença à s'intéresser à cette histoire de David contre Goliath. Le jour de la fête des moissons se leva sur un Saint-Martin-sur-Loire méconnaissable. Des guirlandes colorées traversaient la rue principale, des stands en bois rustique s'alignaient sur la place du village, et une grande banderole proclamait fièrement « Saint-Martin, en fête, tradition vivante, avenir durable ». L'odeur du pain frais se mêlait à celle de la paille fraîchement coupée qui recouvrait une partie de la place, transformée pour l'occasion en arène de démonstration. Dès 8 heures du matin, les premiers visiteurs commencèrent à arriver, bien plus nombreux que les organisateurs ne l'avaient espéré. Des familles entières, des journalistes, des curieux venus de toute la région, et même quelques officiels du département attirés par le bruit médiatique que cette initiative avait suscité. Théo, nerveux mais déterminé, se préparait dans la grange avec les 4 percherons. Antoine l'aidait à ajuster les harnais de parade, spécialement restaurés pour l'occasion par Mathilde et plusieurs autres femmes du village. « Tu es prêt ?» demanda l'instituteur, observant son jeune élève qui semblait avoir mûri de plusieurs années en quelques mois. « Je crois, » répondit Théo, caressant l'encolure de Tonnerre. « Grand-père aurait aimé voir ça. »« Il le voit, » assura Antoine avec un sourire encourageant. « À travers toi, à 10 heures précises, le défilé d'ouverture commença. Théo, vêtu d'une tenue traditionnelle de laboureur bourguignon reconstituée d'après de vieilles photographies, menait fièrement les 4 percherons à travers le village. Derrière eux, suivaient d'autres éleveurs venus des régions voisines avec leurs propres chevaux de trait. Comtois, ardennais et même un boulonnais à la robe gris clair qui suscitait l'admiration. Le maire, qui avait semblé hésitant ces derniers jours, parut sincèrement ému en prononçant le discours d'ouverture. Saint-Martin-sur-Loire a toujours été un village de tradition et de labeur, déclara-t-il. Aujourd'hui, nous célébrons ce patrimoine, mais nous regardons aussi vers l'avenir. Un avenir qui, j'en suis convaincu, peut concilier tradition et modernité. Victor Delattre se tenait en retrait, observant la scène avec un mélange d'agacement et de curiosité. Il n'avait pas prévu une telle mobilisation et semblait réévaluer sa stratégie à mesure que la foule grossissait. La journée fut rythmée par diverses démonstrations, labour traditionnel, battage du blé, concours de force où les percherons tiraient des charges de plus en plus lourdes, spectacle de dressage montrant l'incroyable agilité de ces animaux massifs. Entre chaque démonstration, des stands proposaient des produits locaux, des artisans montraient de leur savoir-faire et un petit musée improvisé présentait l'histoire agricole de la région. Théo ne s'arrêta presque pas de la journée, passant d'une activité à l'autre avec une énergie inépuisable. Il expliquait aux visiteurs curieux les différentes techniques de travail avec les percherons, racontait l'histoire de l'association et répondait patiemment aux nombreuses questions des journalistes. « Comment un garçon de ton âge a-t-il appris tout cela ?» demanda une journaliste d'une chaîne nationale. « Mon grand-père m'a tout enseigné », répondit simplement Théo. « Et puis j'ai appris que quand on aime vraiment quelque chose, on trouve toujours le temps et l'énergie pour s'y consacrer. » Cette réponse, diffusée le soir même au journal télévisé, toucha des milliers de téléspectateurs à travers la France. Mais le moment le plus émouvant de la journée fut sans doute la démonstration de labour collectif. 6 attelages de percherons, dont celui de Théo, travaillèrent simultanément un grand champ à la sortie du village, offrant aux spectateurs massés sur les bords un spectacle à la fois puissant et gracieux, comme une danse lente et précise entre l'homme, l'animal et la terre. « C'est magnifique », murmura une femme à côté d'Antoine. « On dirait un tableau vivant. »« Un tableau vivant », pensa l'instituteur. Était exactement cela. Une œuvre d'art en mouvement, témoignage d'une relation millénaire que la modernité n'avait pas su complètement effacer. Alors que le soleil commençait à décliner, la fête atteignit son apogée avec un immense repas communautaire.
De longues tables avaient été dressées sur la place du village, où visiteurs et habitants partagèrent des plats traditionnels préparés par les familles de Saint-Martin. L'ambiance était joyeuse, presque euphorique. Antoine, assis entre Mathilde et Monsieur Dubois, observait cette scène avec émotion. « Qui aurait cru cela possible il y a quelques mois ?» dit-il, contemplant ce village ressuscité. « Les miracles arrivent parfois, » répondit Mathilde, « mais ils ont besoin d'un peu d'aide humaine. » À une autre table, Victor Delattre était engagé dans une conversation animée avec le maire et plusieurs conseillers municipaux. Son langage corporel avait changé au cours de la journée, passant de la condescendance à une forme de respect réticent. Vers 20 heures, alors que la fête battait encore son plein, le maire demanda le silence et monta sur l'estrade improvisée. « Mes chers amis, commença-t-il, cette journée a été extraordinaire. Elle nous a rappelé qui nous sommes et d'où nous venons. Mais elle nous a aussi montré un chemin possible vers l'avenir. » Il fit une pause, cherchant visiblement ses mots. « J'ai eu une longue discussion avec Monsieur Delattre du groupe Horizon, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il a accepté de revoir significativement son projet. » Un murmure parcourut la foule. Théo, qui venait de finir de nourrir les percherons, se figea, attentif. « Le nouveau projet, poursuivit le maire, préserverait intégralement les terres agricoles actuellement exploitées. Le développement immobilier serait limité à la friche de l'ancienne verrerie et aux terrains adjacents non cultivés. De plus, et c'est peut-être le plus important, le groupe Horizon s'engage à financer un centre de formation aux métiers agricoles traditionnels, avec les percherons comme, emblème vivant. Un silence stupéfait accueillit cette annonce, bientôt remplacé par des applaudissements hésitants, puis de plus en plus enthousiastes. Victor Delattre monta à son tour sur l'estrade, visiblement moins à l'aise qu'à son habitude. « Je dois reconnaître que j'ai sous-estimé l'attachement de cette communauté à son patrimoine, » admit-il, et peut-être aussi le potentiel économique d'un tourisme rural authentique. Notre groupe reste convaincu qu'un développement est nécessaire pour revitaliser ce village, mais nous sommes prêts à l'envisager différemment, en partenariat avec vous tous. Théo se fraya un chemin jusqu'à Antoine, les yeux brillants d'excitation et d'incrédulité. « Ils ont changé d'avis » chuchota-t-il. « On a gagné. » Antoine passa un bras autour des épaules du garçon. « On dirait bien. » Mais je pense que la vraie victoire, c'est d'avoir montré ce que cette communauté peut accomplir quand elle s'unit autour d'un objectif commun. Alors que la fête reprenait avec une énergie renouvelée, Antoine ne put s'empêcher de penser au chemin parcouru depuis ce matin où, poussé par une curiosité inexplicable, il avait suivi un jeune garçon et ses 3 percherons dans la brume matinale. Un an plus tard, Saint-Martin-sur-Loire était méconnaissable. Non pas à cause de constructions modernes qui auraient défiguré le paysage, mais grâce à une renaissance qui avait préservé l'âme du village tout en lui insufflant une énergie nouvelle. Le centre de formation aux techniques agricoles traditionnelles, financé par le groupe Horizon et installé dans les bâtiments rénovés de l'ancienne verrerie, accueillait sa première promotion de étudiants. Parmi les instructeurs figurait Monsieur Dubois, dont l'expertise en agriculture était désormais reconnue bien au-delà des frontières du village. Sa jambe le faisait toujours souffrir par mauvais temps, mais il se déplaçait maintenant dans un petit véhicule électrique offert par le groupe Horizon, un compromis entre tradition et modernité qui symbolisait parfaitement la nouvelle philosophie du lieu. Les terres agricoles, plus fertiles que jamais grâce au travail incessant des percherons et à des techniques respectueuses de l'environnement, produisaient des récoltes abondantes. Une coopérative avait été créée pour commercialiser ces produits sous le label « Cultivé à Saint-Martin », labouré par les percherons, qui rencontrait un succès grandissant auprès des consommateurs soucieux de durabilité. Victor Delattre, contre toute attente, était devenu un allié précieux.
Son projet immobilier, considérablement revu, se limitait maintenant à un éco-hameau discret construit sur les terrains de l'ancienne décharge. Ces résidences, conçues dans le respect de l'architecture locale, attiraient des familles et des télétravailleurs séduits par la qualité de vie et l'esprit communautaire du village. Quant aux Percherons, ils étaient désormais les véritables célébrités de la région. Tonnerre, éclair, tempête et duchesse avaient été rejoints par deux jeunes poulains nés au printemps, l'un baptisé Espoir par Théo, l'autre Victoire par vote populaire lors de la seconde édition de la Fête des Moissons, devenue un événement annuel qui attirait des milliers de visiteurs. En ce matin d'automne, Antoine contemplait tout cela depuis la fenêtre de sa nouvelle maison, une petite ferme rénovée qu'il avait achetée à l'entrée du village. À 35 ans, après des années d'errance professionnelle, il avait enfin trouvé sa place. L'école de Saint-Martin, autrefois menacée de fermeture faute d'élèves, accueillait maintenant des enfants venus des villages alentours, attirés par la réputation du programme éducatif innovant qu'il avait développé en collaboration avec le centre de formation. Un bruit de sabots le tira de ses réflexions. Théo passait devant sa maison, conduisant Tempête et le jeune Espoir. À 13 ans maintenant, l'adolescent avait grandi en taille et en assurance. Ses résultats scolaires excellents lui avaient valu une bourse pour le prestigieux collège de Beaune, où il se rendait chaque jour en bus, sans que cela ne l'empêche de consacrer ses week-ends et ses vacances aux Percherons. « Bonjour, monsieur le roi !» lança-t-il joyeusement. « Vous venez avec nous ?» On va montrer à monsieur François comment fonctionne l'attelage en paire. Monsieur François était un agriculteur bio de la vallée voisine, venu apprendre les techniques de travail avec les chevaux de trait pour les appliquer dans son exploitation. « J'arrive !» répondit Antoine en attrapant sa veste. En chemin vers les champs, ils passèrent devant le café de monsieur Moreau, devenu une véritable institution régionale. Sa terrasse accueillait maintenant des touristes venus spécialement pour observer les Percherons au travail, tout en dégustant des produits locaux. « Théo !» appela le cafetier. « N'oublie pas de prévenir ta grand-mère pour la réunion de ce soir. On finalise le programme du festival d'hiver. » L'adolescent hocha la tête. Mathilde, malgré son âge avancé, était devenue la présidente d'honneur de l'association Les Percherons de Saint-Martin, désormais officiellement reconnue comme organisme de préservation du patrimoine vivant. Plus loin, ils croisèrent Charlotte Dubois, qui tenait par la main un petit garçon de 3 ans, son jeune frère, né après que la situation financière de la famille se soit améliorée grâce à la renaissance du village. « Tu me laisseras monter sur Espoir un jour ?» demanda le petit garçon à Théo, les yeux brillants d'admiration. « Quand il sera bien dressé et que tu seras un peu plus grand », promit Théo avec le sérieux d'un expert. « D'ici là, tu peux venir le brosser quand tu veux. » Arrivé au champ où les attendait monsieur François, Antoine s'arrêta un instant pour contempler le paysage. Les collines douces couvertes de vignes, les champs soigneusement entretenus, le clocher du village qui se détachait dans le lointain, tout cela formait un tableau d'une beauté simple et éternelle. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Théo, suivant son regard. « Oui » acquiesça Antoine. On doit dire que tout cela aurait pu disparaître. Grand-père disait toujours que la terre a besoin des hommes autant que les hommes ont besoin de la terre, réfléchit l'adolescent. Je pense que c'est pareil pour un village. Il a besoin que les gens croient en lui. Antoine sourit, touché par la sagesse de ce garçon qui avait accompli tant de choses, simplement en refusant d'abandonner ce en quoi il croyait. La leçon avec monsieur François se déroula parfaitement. Théo, avec une patience et une pédagogie remarquables pour son âge, expliqua chaque étape du harnachement et de la conduite d'un attelage en paire. Antoine observait, intervenant occasionnellement, mais surtout admirant la manière dont son ancien élève était devenu un véritable maître en son domaine. En fin d'après-midi, alors qu'il ramenait les chevaux à l'écurie, Antoine remarqua une voiture inconnue garée devant la maison des Marceaux. Une femme élégante d'une 50aine d'années en descendit.
regardant autour d'elle avec curiosité. « Bonjour », les salua-t-elle en s'approchant. « Je cherche l'association des percherons de Saint-Martin. »« Vous l'avez trouvée », répondit Théo en caressant l'encolure de Tempête. « En quoi pouvons-nous vous aider ?» La femme sourit, visiblement émue. « Je m'appelle Claire Dufresne. Mon père était éleveur de percherons dans le Perche. Après sa mort, j'ai vendu les chevaux et l'exploitation. Je ne pouvais pas, je n'avais pas les connaissances pour continuer. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai vu un reportage sur votre association, sur ce que vous faites ici. Et j'ai pensé que peut-être il n'était pas trop tard pour apprendre. » Antoine et Théo échangèrent un regard complice. Une nouvelle page de l'histoire de Saint-Martin S écrivait sous leurs yeux. Quelques heures plus tard, alors que le soleil se couchait sur les collines bourguignonnes, Antoine s'attarda un moment dans la prairie où paissaient les percherons. Théo avait raccompagné Claire Dufresne au village, où Mathilde l'accueillerait pour le dîner et lui expliquerait le fonctionnement de l'association. Les silhouettes majestueuses des 6 chevaux se découpaient dans la lumière dorée du crépuscule. Antoine repensa à ce matin brumeux où, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait toujours pas, il avait suivi un jeune garçon et ses chevaux. Ce choix impulsif avait changé sa vie, celle de Théo, et finalement celle de tout un village. Parfois, se dit-il en caressant le museau velouté d'espoir qui était approché. Les plus grands miracles commencent par les gestes les plus simples. Un enfant qui refuse d'abandonner, un adulte qui choisit de l'aider, une communauté qui redécouvre sa force. Et bien sûr, 4 magnifiques percherons qui, sans le savoir, avaient porté sur leurs robustes épaules non seulement des charrues et des herses, mais aussi les espoirs et l'avenir de Saint-Martin-sur-Loire.